Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Pour commencer, un chiffre qui interpelle quand même. Saviez-vous que près de 9 femmes sur 10 touchées par l'endométriose rapportent aussi des soucis digestifs? Ah oui, c'est énorme. C'est une info qui vient notamment de la docteure Iris Quérin-Orbuch, et ça suggère tout de suite qu'il y a un lien, peut-être plus profond qu'on le croit, entre cette maladie et notre ventre. Et ça pointe vers un suspect numéro 1, l'inflammation. Tout à fait. Alors aujourd'hui, justement, on va creuser cette connexion, le microbiote intestinal, l'endométriose et le rôle potentiel des probiotiques. Notre point d'appui, c'est un article assez récent, du 21 août 2025, signé Sacha Coroadon sur supernutrition.fr. Le titre est direct. Quel est le lien entre les probiotiques et l'endométriose? L'article compile pas mal d'études, d'avis d'experts. D'accord. Notre mission, si on peut dire, décortiquer ce que dit cet article. Essayer de comprendre comment un intestin déséquilibré pourrait en quelque sorte attiser l'inflammation de l'endométriose et voir si les probiotiques peuvent jouer un rôle là-dedans. Mhm. On va regarder ce lien dysbiose-inflammation, zoomer sur certaines bactéries spécifiques comme le Lactobacillus gasseri, voir les conseils pratiques pour choisir une cure et aussi l'importance de ce qu'on mange. Bon, on y va, hein, on décortique tout ça? Allons-y. Alors d'emblée, l'article affirme quelque chose de fort. La santé intestinale impacterait directement l'inflammation liée à l'endométriose. Il parle de dysbiose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce contexte? Effectivement, la dysbiose, c'est ce déséquilibre dans notre flore intestinale, dans les milliards de bactéries et autres micro-organismes qui vivent là. Et ce que l'article souligne, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'inflammation générée par ce déséquilibre, elle ne reste pas juste dans l'intestin. Ah bon? Non, elle peut devenir ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'elle passe dans le sang, elle circule partout dans le corps. Et c'est là, selon l'article, que le lien avec l'endométriose se fait. Cette inflammation générale pourrait, exacerber l'intensité des douleurs, des symptômes de la maladie. Comme si elle jetait de l'huile sur le feu, en fait. D'accord, je vois. Donc, si je suis la logique de l'article, l'idée d'utiliser des probiotiques, ce serait d'agir un peu à la source. C'est ça. En essayant de remettre de l'ordre dans cette flore perturbée, on viserait à calmer l'inflammation qui en découle. Et l'espoir, ce serait d'améliorer pas seulement le confort digestif, qui est souvent un problème, mais peut-être aussi les douleurs pelviennes de l'endométriose. C'est exactement la piste explorée, oui. L'objectif serait de restaurer un écosystème intestinal plus sain, plus équilibré, en apportant certaines bactéries jugées bénéfiques. On espère moduler la réponse inflammatoire aussi bien localement que dans tout le corps. On espère aussi renforcer la paroi de l'intestin, cette fameuse barrière qui, si elle devient trop perméable, laisse passer des choses qui ne devraient pas. Mhm. Et donc, en agissant sur tout ça, on toucherait à l'un des moteurs possibles de cette inflammation générale qui pèse sur les personnes atteintes d'endométriose. Le but final, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie. L'article insiste pas mal sur un point. Toutes les bactéries ne se valent pas. Certaines seraient plus intéressantes que d'autres pour l'endométriose. Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot d'après les recherches citées? Oui, alors l'article met vraiment en avant une souche en particulier, c'est le Lactobacillus gasseri. Il se base notamment sur une étude japonaise de 2011. Ah oui. D'après ce qui est rapporté, cette étude aurait montré une baisse significative des douleurs pendant les règles chez les femmes qui prenaient ce L-Gasseri par rapport à celles qui prenaient un placebo. Intéressant. L'idée, c'est que cette souche agirait sur certains mécanismes inflammatoires et aiderait donc au confort à la fois intestinal et pelvien. C'est précis comme ciblage pour la douleur. Mais l'article ne s'arrête pas là. Il parle aussi d'un duo antidouleur. Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus reuteri. Qu'est-ce qu'ils feraient ensemble, ces deux-là? Alors, d'après la source, oui, ils agiraient en synergie. Leur action combinée viserait surtout à moduler la réponse immunitaire et l'inflammation générale, cette inflammation systémique dont on parlait et qui se balade un peu partout. D'accord. L'article suggère aussi qu'ils aideraient à renforcer l'intégrité de la barrière intestinale pour limiter le passage de substances qui peuvent justement déclencher l'inflammation. Ils sont présentés un peu comme des incontournables pour un apaisement plus global en fait. Et comme on sait que les troubles digestifs sont fréquents, ballonnement, transit compliqué, l'article mentionne une autre souche pour ça. Tout à fait. Là, il s'agit du Bifidobacterium lactis. C'est une souche plus connue, on va dire, pour son action sur le confort digestif. Moins de ballonnement, un transit plus régulier. Classique, quoi. Oui.
Mais l'article ajoute une petite note intéressante. En participant à l'équilibre général du microbiote intestinal, ce B-lactis pourrait aussi avoir un effet positif indirect sur la flore vaginale. Ça montre bien comment nos différents microbiotes sont connectés. Donc si je résume la vision de l'article sur ces bactéries, on a Gasseri qui ciblerait plus la douleur pelvienne, le duo Acidophilus reuteri pour l'inflammation plus large, et la barrière intestinale, et Lactis pour le côté digestif au quotidien. C'est à peu près ça, oui. L'article note qu'on les trouve dans les yaourts, le kéfir, le choucroute, tout ça, mais il suggère que pour avoir les doses qui pourraient être efficaces ici, souvent il faut passer par un complément. C'est souvent le cas, oui, pour atteindre des concentrations spécifiques. Justement, parlons pratique. Si on se base sur cet article, comment on fait pour choisir un complément probiotique? Le marché est immense. Quels conseils il donne pour trouver un produit qui tienne la route? Alors, l'article met en avant 4 critères principaux pour essayer de s'y retrouver et maximiser les chances que ça fonctionne. Le premier, c'est la concentration. La quantité de bactéries vivantes par gélule ou par prise est jugée super importante. L'article recommande de viser au minimum 20 milliards d'UFC, ce sont les unités formant de colonies, par prise. 20 milliards, d'accord? En dessous, l'impact risque d'être trop faible sur la flore, selon eux. Deuxième point clé, la diversité des souches. L'article semble pencher pour une formule qui combine plusieurs souches. Même si L-Gasseri est mise en avant pour la douleur, il suggère qu'associer plusieurs lactobacilles, Gasseri, Acidophilus reuteri et des Bifidobacteria lactis aurait une action plus large sur la digestion, l'immunité, l'inflammation. L'idée d'une synergie, quoi. Concentration, diversité. Ok. Mais j'imagine que ça ne sert à rien d'avoir des milliards de bactéries variées si elles meurent dans l'estomac avant d'arriver là où il faut. Ça doit être acide là-dedans. Absolument. Et ça, c'est le troisième critère. Et il est vraiment crucial selon l'article. C'est la protection des bactéries. Ah oui. C'est un point technique, mais c'est fondamental. Les probiotiques sont vivants. Et l'acide de l'estomac, c'est redoutable pour eux. Pour qu'ils arrivent vivants et actifs dans l'intestin, l'article insiste énormément sur l'importance d'une gélule spéciale dite gastro-résistante. D'abord, gastro-résistante. Oui, cette technologie est présentée comme un gage de qualité indispensable. Sans ça, une bonne partie des bactéries risque d'être détruite avant même d'atteindre l'intestin. C'est un peu dommage. Carrément. Et enfin, le quatrième critère, c'est la transparence. L'article conseille de choisir des marques qui jouent carte sur table. Ça veut dire une étiquette claire, qui détaille bien les souches précises utilisées, pas juste un vague Lactobacillus sp, mais bien Lactobacillus gasseri, par exemple, et la quantité garantie pour chaque souche. Mhm. Il recommande aussi de jeter un œil aux autres ingrédients, les excipients, pour éviter les additifs un peu controversés ou qui pourraient irriter un intestin déjà sensible. Donc, ces 4 points, concentration, diversité, protection gastro-résistante et transparence, c'est une bonne grille de lecture. L'article aborde aussi des questions très pratiques. La première, évidemment, c'est la question qui brûle les lèvres. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que prendre ces probiotiques bien choisis, ça réduit les douleurs de l'endométriose? Qu'est-ce qu'il en dit? Mais là, l'article est plutôt prudent, nuancé. Il suggère que, comme les probiotiques agissent sur l'inflammation qui vient de l'intestin et que cette inflammation est vue comme un facteur aggravant potentiel de l'endométriose, eh bien, ils pourraient participer à apaiser les choses. Il cite l'étude sur L-Gasseri comme un indice allant dans ce sens pour les douleurs de règles. Mais attention, il est clair que l'article ne vend pas les probiotiques comme une solution miracle antidouleur. C'est plutôt présenté comme un outil, un levier potentiel dans une approche plus globale. C'est important de le préciser, oui. Autre question fréquente, est-ce qu'on peut prendre des probiotiques si on a déjà un traitement hormonal, ce qui est souvent le cas dans l'endométriose? Est-ce qu'il y a des risques d'interaction? Alors, d'après l'article, il n'y aurait pas de contre-indication connue à ce jour entre les souches probiotiques dont on a parlé et les traitements hormonaux classiques. Ah, d'accord. Il suggère même que ça pourrait être complémentaire. Mais, et là, l'article insiste vraiment, il faut absolument en parler avec son médecin ou son gynécologue avant de commencer quoi que ce soit. Oui, ça c'est la base. Cette validation médicale est présentée comme non négociable. C'est essentiel pour une prise en charge sûre et cohérente. Message reçu. Et question de temps. Si on se lance, il faut compter combien de temps de cure pour espérer voir des effets selon l'article? Pour un effet sur l'équilibre de fond du microbiote et sur l'inflammation, l'article parle d'une cure initiale d'environ 3 mois. 3 mois quand même?
Il précise que les bénéfices sur la digestion, moins de ballonnement, transit plus régulier, peuvent parfois arriver plus vite, peut-être en quelques semaines, mais ces 3 mois, ce serait pour viser un changement plus durable dans l'écosystème intestinal. Et il insiste sur la régularité. Il faut les prendre tous les jours. 3 mois, c'est vrai que ça demande de la persévérance. On peut comprendre l'impatience. Est-ce que l'article explique un peu pourquoi ce délai est nécessaire pour agir sur cette inflammation de fond, au-delà des effets digestifs? Il ne rentre pas dans les détails ultra techniques du mécanisme, mais on peut imaginer que modifier un écosystème aussi complexe et bien installé que notre microbiote, ça prend du temps. Ce n'est pas juste hop, on met des bactéries et c'est réglé. Non, bien sûr. Il faut qu'elles puissent s'installer, interagir avec les bactéries déjà présentes et influencer petit à petit les réponses immunitaires inflammatoires. C'est un processus biologique lent en fait, d'où l'idée d'une cure assez longue pour espérer des effets plus profonds que juste un soulagement digestif rapide. Logique. Et pendant cette période d'adaptation au début, est-ce qu'il faut s'attendre à des petits désagréments? Des effets secondaires? L'article dit que c'est possible, oui, et que c'est même assez fréquent, et généralement pas grave. Au début, on peut avoir un petit inconfort digestif, un peu plus de gaz, des ballonnements, peut-être un transit qui change un peu. Ah, C'est vu comme le signe que le microbiote travaille, qu'il se réorganise avec les nouveaux arrivants. Normalement, c'est passager. Si c'est un peu trop gênant, l'astuce donnée, c'est de commencer avec une demi-dose la première semaine, le temps de s'habituer. d'accord. Y aller doucement. Bon. Alors, si on essaie de synthétiser les points clés de cette analyse, en se basant sur l'article de supernutrition.fr, le message principal, c'est quand même ce lien potentiel fort entre un intestin qui n'est pas au top, la dysbiose, et cette inflammation générale qui pourrait nourrir les symptômes de l'endométriose. Exactement. Ensuite, l'idée que les probiotiques pourraient être une piste pour agir là-dessus, mais attention, pas n'importe lesquels. L'article met en avant des souches spécifiques, comme Lactobacillus gasseri pour la douleur, et l'intérêt de combiner plusieurs souches. Mhm. On a retrouvé aussi les critères pour choisir un bon produit. La concentration d'au moins 20 milliards d'UFC, la diversité des souches, cette fameuse gélule gastro-résistante qui semble vraiment importante pour que ça marche, et la clarté d'étiquette. C'est ça. Et puis, 2 rappels cruciaux. Toujours demander l'avis de son médecin avant de commencer, surtout si on a déjà un traitement. Et un point important aussi mentionné dans l'article, l'alimentation. Avoir une alimentation riche en fibres prébiotiques, la nourriture de nos bonnes bactéries, et anti-inflammatoire en général, ça pourrait vraiment booster les effets des probiotiques. C'est une approche globale en fait. Tout à fait. Cet article, il invite vraiment à voir les probiotiques comme un outil potentiel, une partie d'une stratégie plus large pour gérer l'endométriose. Ce n'est pas présenté comme la solution miracle isolée. Et si on prend un peu de recul, cet axe intestin, inflammation, endométriose, c'est une piste de recherche et d'action de plus en plus explorée. Mais il faut rester humble, notre compréhension de ces interactions hyper complexes entre le microbiote, le système immunitaire et cette maladie gynécologique, elle est encore en pleine évolution. La science avance, mais il reste pas mal de choses à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on en retient finalement? Cet article met en lumière cette connexion fascinante entre notre ventre et l'endométriose à travers les probiotiques et l'inflammation, mais au fond, ça ouvre une porte sur une question bien plus large, non? Ah oui. Laquelle? Si l'intestin peut influencer une maladie gynécologique, quelles autres conversations silencieuses nos différents microbiomes, celui de l'intestin, mais aussi le vaginal, celui de la peau, peut-être même des poumons, entretiennent-ils avec notre santé globale et avec l'apparition ou l'évolution d'autres maladies chroniques complexes? Ça donne envie d'aller explorer ces mondes intérieurs. C'est un champ de découverte qui s'annonce potentiellement immense pour l'avenir.